15h30, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. À la une de ce journal, le feu est donc fixé. 130 hectares de végétation sont partis en fumée ce matin dans le massif des Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône. Un feu d'hiver qui n'a fait aucune victime civile. 240 sapeurs-pompiers et une centaine d'engins terrestres ont été mobilisés. Le site reste sur surveillance. Nous ferons le point dans quelques secondes avec Christian Bonnet, responsable du comité communal des feux de forêt de Mauriès. Y aura-t-il des suppressions de trains lors des vacances scolaires alors que le projet de réforme des retraites arrive à l'Assemblée ce lundi et que deux nouvelles mobilisations sont prévues les 7 et 11 février prochains? Certains syndicats de cheminots envisagent de ne pas se mettre les Français à dos comme ça avait été le cas aux vacances de Noël. Olivier Dussopt, caillou dans la chaussure du gouvernement. Le ministre du Travail qui porte le projet de réforme des retraites est soupçonné de favoritisme dans le cadre de ses fonctions de maire d'Annonay. C'était en 2009. Le ministre entend bien prouver sa bonne foi, a-t-il dit ce matin. Selon lui, il n'y a pas eu d'arrangement. Et puis Clarisse Kremer, évincée du prochain Vendée Globe en 2024 par son sponsor Banque Populaire, qui a estimé que la navigatrice ne pourrait pas se qualifier pour l'épreuve du fait de son congé maternité. Les responsables de Banque Populaire réfléchissent actuellement à revenir sur leur décision. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, on prend la direction des Bouches-du-Rhône pour rejoindre la commune de Mauriès où 130 hectares de végétation ont donc brûlé depuis ce matin. Un feu d'hiver qui a pris et qui a fait, heureusement, qui n'a fait aucune victime. On va faire le point avec vous, Christian Bonnet. Vous êtes responsable du comité communal feux de forêt de Mauriès. Avant vous, nous avons eu des sapeurs-pompiers sur place du SDIS des Bouches-du-Rhône qui nous ont confirmé que le feu ne progressait plus. C'est bien le cas, vous nous l'assurez de votre côté également ? Effectivement, le feu ne progresse plus. Les pompiers sont sur tous les chantiers. Les feux sont traités et le feu n'évolue plus. Quel est le travail actuellement des pompiers sur place alors ? Éviter toute reprise, éviter que le feu ne se propage à d'autres massifs. Il faut savoir que le massif de Vaudoré qui vient de brûler est entouré par tous les massifs de la zone de Mauriès jusqu'à Oreille. Donc le but c'est que le feu ne progresse plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment la zone qui a pris feu ce matin est organisée? Est-ce qu'il y avait des habitations à proximité? Comment est-ce qu'elles ont été protégées? Il y avait dans la zone où le feu s'est propagé, il y avait plusieurs propriétés. La priorité a été donnée par les premiers intervenants à la protection de ces habitations et des animaux aussi, puisqu'il a fallu non pas évacuer, mais mettre en sécurité le berger, les brebis. Donc il a fallu évacuer tous ces gens-là et ces animaux. Mais bon, aucun danger pour les personnes. Par contre, comme vous pouvez le voir, le vent... Oui. Souffle fort. Fort Mistral, on le voit derrière vous. Est-ce qu'on sait d'où est parti précisément ce feu et comment il s'est déclaré? Vous nous le dites en partie, notamment à cause du Mistral. Hein. La principale cause est le Mistral. Vous dire comment est partie l'enquête le déterminera. Je ne suis pas apte à donner... Il y a des pistes, mais bon, même pistes accidentelles. Donc, piste accidentelle, le dira. à ce stade. Piste accidentelle. Oui. Sur ce secteur, il y a des lignes électriques, plus d'autres. Donc, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas. L'enquête le déterminera. Merci beaucoup Christian Bonnet, responsable du comité communal feux de forêt de Mauriès, de nous avoir apporté ces précisions donc, sur cet incendie qui a brûlé 130 hectares de végétation dans les Alpilles ce matin. Dans l'actualité également, on en vient à présent à ce lundi. Dans 2 jours, ce sera le projet de réforme des retraites qui entrera à l'Assemblée. Et en parallèle, la contestation contre le texte, elle aussi, se poursuivra avec une journée de grève mardi et une manifestation samedi prochain, mais probablement sans grève des cheminots pour cette première semaine de départ en vacances de la zone A. Les syndicats ménagent en effet pour certains l'opinion, peut-être qui était plutôt jusque-là acquise à leur cause, mais peut-être avec un risque d'essoufflement de la mobilisation. Reportage de Guillaume Barqui.
Vacances et grève. C'est le cocktail explosif que craignent les usagers. Mais finalement, pas de préavis de grève en vue chez les cheminots pour la journée de mobilisation du 11 qui coïncide avec des départs en vacances. C'est vraiment gentil de leur part, quoi, c'est vrai. C'est un soulagement vraiment énorme, ouais, c'est un soulagement. C'est gentil pour les vacanciers. De toute façon, ils vont foutre le bordel après ou avant. Les syndicats ont-ils choisi de ménager les Français pour garder l'opinion avec eux? Très probable, mais pas seulement selon ce syndicat. Pour durer, il faut aussi s'économiser, car ceci a un coût et il est important de durer, étant donné qu'on est plus parti sur une course de demi-fond que sur un sprint. Économiser des jours de grève et surtout ratisser large en permettant à ceux qui n'ont pas encore manifesté de le faire. Faire ça un samedi, c'est aussi pour élargir le mouvement. Ça permet à des gens qui ne peuvent pas être en grève ou qui ne peuvent pas venir manifester, de venir puisque c'est le week-end. Donc c'est complémentaire des journées qui ont lieu dans la semaine. La position ne fait cependant pas l'unanimité dans l'intersyndicale. Certains craignent que la mobilisation s'essouffle pendant la période de vacances. Quelques 7 Français sur 10 se disent toujours non favorables à la réforme des retraites. Dans de récents sondages, le mouvement reste-t-il toujours aussi populaire 4 jours après la deuxième grande manifestation du 31 janvier? Écoutez l'analyse de Jérôme Sainte-Marie, sondeur, politologue et président de l'Institut Pollingvox. Oui, on a même vu que le mouvement a été de plus en plus populaire. On est désormais à davantage que 70%, 72, 73, 74% des Français, les 3/4 donc, soutiennent la mobilisation. Soutiennent la mobilisation parce qu'ils espèrent, pour beaucoup d'entre eux, notamment les 50, 60 ans, ils espèrent qu'à travers cette mobilisation, ils vont obtenir quelques petites choses. Ça ne veut pas dire forcément que les 3/4 des Français sont opposés à l'idée de cette réforme. On voit bien que c'est plutôt 64%. Donc là, il y a une petite marge de manœuvre pour le gouvernement, c'est-à-dire que des gens soutiennent encore une fois la mobilisation dans une logique précisément syndicale, en disant quand on proteste, on obtient des choses. L'affaire ne pouvait pas moins bien tomber pour Olivier Dussopt. Le ministre du Travail, figure porteuse de cette réforme des retraites, est visé par une enquête du parquet national financier pour des accusations de favoritisme. Les faits remontent à 2009, lorsqu'Olivier Dussopt était maire d'Annonay et concernerait un marché public conclu avec la SOR, une entreprise de gestion de l'eau, alors que Matignon réaffirme que le ministre garde toute la confiance d'Elisabeth Borne. Ce matin, chez nos confrères de France Inter, Olivier Dussopt s'est montré confiant et assure qu'il continuera à convaincre de sa bonne foi. Alors, ces révélations risquent-elles d'entacher le travail du gouvernement sur cette réforme des retraites? Non, pour la députée de la majorité Maude Bréjon, qui soutient le ministre. Et le vrai problème reste le texte de la réforme en lui-même, estime la porte-parole socialiste Céline Hervieux. On parle de faits qui sont publiquement connus depuis 2020, sur lequel la justice a fait son travail. Olivier Dussopt s'y est d'ailleurs prêté. Et elle arrive à sa conclusion. Et la justice a rendu un avis qui est clair. Est-ce qu'il y a de la corruption? La justice dit que non. Est-ce qu'il y a de l'enrichissement personnel? La justice dit que non. Est-ce que ça concerne de près ou de loin des activités ministérielles? La justice, encore une fois, dit que non. L'important, c'est de travailler sur le fond, c'est la sauvegarde du système par répartition, et c'est de parler du fond. Il va être de fait en difficulté pour porter la réforme, c'est certain. Après le retrait, je ne sais pas vraiment si c'est nécessaire. En fait, Olivier Dussopt, il est le porte-voix, mais d'une réforme qui a été pensée bien au-dessus de lui. C'est quand même la première ministre qui porte cette réforme avec le président de la République. Donc pour moi, c'est pas un enjeu de personne finalement. Évidemment, ce n'est pas la bonne incarnation. Ça tombe au mauvais moment. Mais la problématique, c'est une problématique de fond, une réforme qui est injuste socialement. D'ailleurs, Olivier Dussopt est un ancien camarade socialiste. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre déjà son cheminement intellectuel et politique personnel pour réussir à défendre une réforme aussi antisociale. Mais effectivement, ça tombe au pire moment. Donc ce qui importe, c'est le fond de cette réforme. On vous en parlait au titre, cette polémique qui concerne la navigatrice Clarisse Kremer, qui ne prendra pas le départ du Vendée Globe, le prochain Vendée Globe, en novembre 2024. Officiellement, la décision est liée à un changement dans la réglementation de l'épreuve, mais Clarisse Kremer estime qu'elle est également la conséquence de sa très récente maternité. Et c'est la dernière information, les responsables de Banque Populaire ont entamé une réflexion pour éventuellement revenir sur leur décision. Confirmation faite par nos confrères d'RMC Sport. Jeanne Daudet, Marjorie Marcillac avec Aurore Villemur. Sur son compte Instagram jeudi, la skippeuse Clarisse Kremer, privée de Vendée Globe, laisse éclater sa colère. Banque Populaire décide de me laisser à quai. J'ai donné naissance en novembre 2022 à une petite fille. Alors que rien ne m'y obligeait, j'avais informé mon sponsor, Banque Populaire, dès février 2021, de mon projet d'enfant.
Ils m'ont tout de même choisi pour ce nouveau Vendée Globe et ont communiqué sur notre engagement mutuel à l'automne 2021. Finalement, son sponsor décide de se séparer d'elle suite à un nouveau règlement du Vendée Globe. Les skippers qui n'ont pas de bateau neuf ont en effet désormais l'obligation de participer à un certain nombre de courses qualificatives jusqu'au départ pour accumuler des points permettant de départager les candidats si leur nombre dépasse 40. En raison de sa grossesse, Clarisse Kremer risque de ne pas atteindre ce minimum requis selon Banque Populaire, qui décide donc de changer de skipper. Une décision précipitée, selon le Vendée Globe. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas continué à parier sur Clarisse, qui est une skippeuse, encore une fois, qui s'est vraiment fait remarquer. Première femme à l'arrivée du dernier Vendée Globe. Ce n'est pas parce qu'elle a décidé d'avoir un enfant et qu'elle n'aurait pas le droit de pouvoir être présente sur la ligne du départ. Les skippers que nous avons interrogés, eux, sont partagés. Il ne s'agit pas de sexisme ou de maternité ou quoi que ce soit, c'est juste le problème d'un concurrent vis-à-vis des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est une grosse erreur de communication de la part des banques populaires, je comprends pas. Une nana qui a eu un gamin, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est la vie. De son côté, la ministre des Sports affirme avoir échangé avec le président du Vendée Globe, qui reconnaît que le règlement de la course doit impérativement évoluer. Et pour 2024, selon elle, les chances de Clarisse ne sont pas éteintes. Le sponsor de Clarisse Kremer, Banque Populaire, a estimé que la navigatrice, au départ, ne pouvait pas se qualifier pour l'épreuve du fait de son congé maternité, qu'elle n'aurait pas le temps d'acquérir tous ses points. Est-ce un problème de régulation ou de sexisme? Écoutez la réponse d'Isabelle Autissier, cette ancienne navigatrice. Je ne sais pas si c'est du sexisme, mais c'est juste intolérable. C'est-à-dire que les choses sont sur la table. Effectivement, Clarisse avait informé, elle le dit elle-même, ses partenaires financiers qu'elle allait avoir un enfant. C'est quand même la moindre des choses. Les garçons, eux, ils partent effectivement en mer quand leurs femmes sont enceintes ou s'occupent des tout-petits. Donc, ils étaient au courant. Et en plus, ces chances ne sont pas éteintes du tout. Puisque à partir de maintenant, puisque son bébé est né, elle peut recourir et elle peut encore faire ses courses de qualification. Simplement, pour une histoire vraisemblablement financière, son sponsor pense qu'elle a moins de chances de pouvoir effectivement avoir les points de qualification. Donc on lui retire d'entrée de jeu la possibilité d'accumuler ses points et de figurer dans la course. Donc c'est juste insupportable. On rappelle que le Vendée Globe aura lieu en novembre 2024. Elle aurait eu, selon vous, c'est ce que vous dites, Isabelle Autissier, Clarisse Kremer, elle aurait eu le temps d'accumuler suffisamment de points jusqu'au départ du Vendée Globe. Oui, elle aurait eu le temps. Alors après, c'est vrai que s'il y a beaucoup de concurrents, comme c'est ceux qui ont le plus de points qui passent en premier, il y a un petit risque. Ouais. Mais c'est quand même tout à l'honneur de son sponsor, justement, de rester à ses côtés et peut-être d'agir auprès de l'organisation de la course pour que, puisque cette réglementation est intervenue entre deux courses, faire en sorte qu'il y ait une forme d'exception, par exemple, pour cette fois-ci. Ça, c'est des discussions qui ont lieu régulièrement. Donc là, la façon extrêmement peu élégante et extrêmement rapide de, en gros, l'acheter, quoi. C'est quand même assez grossier et assez terrible pour elle. Moi, je me mets à sa place. Avant des globes, il y en a qu'un tous les 4 ans, donc c'est quand même un rêve. Et elle a montré dans le dernier que c'était un super marin et qu'elle pouvait faire des résultats. Est-ce que vous soutenez la position de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, de justement changer, de faire évoluer la réglementation? Non, mais sans doute, il faut faire évoluer la réglementation. Je pense qu'il faudrait être en capacité de faire une exception pour cette fois. Il n'y a quand même pas 36 personnes qui viennent d'avoir un enfant et qui sont dans la situation de Clarisse. Et en plus, c'est nouveau. Avant, quand on avait fait un Vendée Globe, on était automatiquement qualifiés. Donc eux, ils ont changé la réglementation entre les deux. Bon, soit, mais ils pourraient en tenir compte. Non, mais surtout, son sponsor devrait être solidaire. Ce serait le minimum des choses. Est-ce qu'il y a d'une façon générale, il y a un problème de carrière, d'opportunité, d'égalité des chances pour les femmes aujourd'hui? C'est sûr que dans la voile, il faut choisir. On voit bien que c'est extrêmement compliqué, compte tenu de l'engagement physique sur le long terme, d'être maman et en même temps de faire une carrière de course au large. C'est rarissime. Il y en a une ou deux femmes qui arrivent à tenir ça, mais la plupart du temps, malheureusement, il faut qu'elles choisissent. Et c'est quand même, c'est quand même extrêmement violent. Alors vous le disiez, il faut choisir. C'était peut-être justement la position avant. Et là, on voit qu'avec ces cas, même s'ils sont encore peu nombreux, la donne est en train de changer, que les femmes, comme dans tous les secteurs d'ailleurs, s'organisent pour y arriver. Alors il faut que le sport suive aussi l'évolution sociale, peut-être.
Bien sûr, ces problèmes-là, ça vient aussi parce que justement, enfin, il y a un peu plus de femmes en course au large, et c'est très bien. C'est un des très rares sports où les hommes et les femmes combattent à armes égales. Donc il faut faire en sorte que, culturellement parlant et socialement parlant, ce soit aussi à armes égales, et qu'on n'entende pas toujours le fameux qui va garder les enfants. Quoi. Également dans l'actualité, c'est demain qu'aura lieu la marche blanche en hommage au jeune Lucas, 13 ans, qui s'était donné la mort le 7 janvier dernier. Un rassemblement à Épinal dans les Vosges pour interpeller notamment sur le harcèlement scolaire. Ce sera à suivre en intégralité à 14h, donc ce dimanche, sur BFM TV. Et de son côté, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a appelé sur les réseaux sociaux à plus de mobilisation pour aider ces enfants victimes de harcèlement du fait de leur orientation sexuelle ou encore de leur genre. Nous devons nous mobiliser contre toutes les formes de harcèlement que les élèves LGBT peuvent subir. Nous créons un observatoire LGBT dans chaque académie pour former et pour sensibiliser. Il y a désormais dans les collèges des élèves ambassadeurs, il y a des adultes référents que nous allons spécifiquement former sur les questions LGBT. En matière de communication, nous préparons la journée du 17 mai, la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et puis, d'une manière générale, je serai au premier rang pour sensibiliser la communauté éducative à ces questions et à la lutte contre toute forme de violence, verbale ou physique, que les élèves LGBT peuvent subir. Une école plus accueillante pour les élèves LGBT, c'est une école plus accueillante pour tout le monde. L'actualité à l'étranger en Ukraine à présent, ce sont notamment ces nouvelles annonces d'aide occidentale pour aider Kiev face à l'offensive russe. Les États-Unis ont promis 2 milliards de dollars supplémentaires et des lance-roquettes de longue portée. La France et l'Italie enverront, elles, au printemps des systèmes de défense Mamba. Ce sont des moyens de protection contre les attaques aériennes russes, comme les drones, les missiles ou encore les avions. On prend la direction justement de l'Ukraine pour retrouver notre envoyé spécial Kelly Lafin. Bonjour Kelly, vous êtes à Dnipro actuellement, au nord de Zaporijjia. Et cette situation un peu insolite, près d'un an après le début de cette guerre en Ukraine, certains Ukrainiens que vous avez rencontrés ont choisi de montrer leur patriotisme d'une manière un peu insolite. Oui, exactement. Beaucoup même si ça ne saute pas forcément aux yeux à première vue, dans les rues de Kiev ou dans les rues de Dnipro. Quand on s'approche, on se rend compte qu'énormément d'Ukrainiens portent sur eux un élément, un symbole qui rappelle l'Ukraine, qui évoque l'Ukraine. Par exemple, un élément à la couleur du drapeau ukrainien, bleu et jaune, ou le trident ukrainien. Vous savez, c'est l'armoirie de l'Ukraine et ça, on le retrouve partout, que ce soit sur les accessoires, les chapeaux, les sacs, les bijoux, les vêtements. Et puis surtout dans les tatouages. Le tatouage patriotique, c'est un véritable phénomène en Ukraine. Par exemple, avec Philippine David cette semaine, nous nous sommes rendus dans un salon de tatouage. Sur 4 clients, 3 avaient choisi un tatouage patriotique. Regardez notre reportage. Ça va aller, on commence. C'est une fleur aux couleurs de l'Ukraine que Sanouche se prépare à tatouer. Une commande bien ordinaire depuis quelques mois. Chez nous, la demande de tatouage patriotique a été multipliée par 3 depuis le début de la guerre. Parfois ce sont de petits tatouages, parfois de très grands, sur tout le bras par exemple. Angela, elle, voulait un motif simple. Maintenant on va colorier la fleur. Mais qui exprime clairement son amour pour l'Ukraine. Je ressens de la joie, de la fierté. C'est vraiment ce que j'espérais. J'ai envie d'en faire un autre comme ça. Anastasia et Paulina aussi ont gravé sur leur peau leur identité. Je voudrais que tout le monde comprenne tout de suite que je suis ukrainienne. Je dis ça parce que quand j'étais à l'étranger, il y avait beaucoup de gens qui me disaient Ukraine, Russie, c'est la même chose. Je disais non. Pour Paulina, les tatouages, mais aussi les vêtements sont une façon d'exprimer un soutien aux soldats. On s'identifie aux héros qui nous défendent. En Ukraine, la mode qui s'est créée finalement, c'est d'être ukrainien. Certaines marques en ont même fait une spécialité. Ça, c'est notre collection Mission Mariupol. Ces derniers mois, les ventes ont bondi de 50%. Je pense que cette hausse de la demande n'est pas seulement due à la guerre et à l'armée, c'est aussi que les gens préfèrent acheter à des fabricants ukrainiens. Comme de nombreuses enseignes locales, une partie des bénéfices est versée à l'aide humanitaire.
Un rendez-vous lundi soir sur BFM TV à 20h50. Notre document en ligne rouge, Russie, les enfants volés d'Ukraine. Des enfants ukrainiens déportés jusqu'en Sibérie et adoptés par des familles russes. C'est une autre facette cruelle de la guerre que mène Moscou. Un extrait aujourd'hui, c'est l'histoire d'Anna, une Ukrainienne de 12 ans, retenue contre son gré en Crimée par les autorités russes après un séjour en colonie de vacances. Philomène Rémy, Quentin Bollier, Simon Terrassier. Мамочка, вы можете меня забрать, пожалуйста? Я хочу домой очень сильно. Я соскучилась по вами. Заберите меня, пожалуйста. Я хочу домой. Anna Kmarska a 12 ans. Elle est ukrainienne, mais depuis plusieurs mois, elle est retenue contre la volonté de ses parents, en territoire contrôlé par les Russes. Il s'agit de déportation d'enfants, car on ne m'a pas ramené ma fille. En octobre, on nous a proposé de les envoyer en colonie de vacances, en Crimée, pour 2 semaines. Ils ont rassemblé les élèves et sont partis le 7 octobre. 15 jours plus tard, on a été contacté par l'accompagnateur, qui nous a informé que le séjour était prolongé de 2 semaines. Et puis, plus aucune nouvelle. Malgré de nombreuses tentatives par téléphone, par courrier et même auprès des autorités, impossible pour eux de récupérer leur fille. Des parents d'autant plus démunis que sous la pression des organisateurs, ils ont donné les papiers d'identité originaux d'Anna. Ils nous ont dit que pour passer la frontière, ils avaient besoin du certificat de naissance et que les copies n'étaient pas autorisées. Maintenant, on se dit qu'on n'aurait jamais dû accepter, qu'on aurait dû la faire descendre de cet autobus. Mais c'est trop tard. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cet incendie à Mauriès, dans les Bouches-du-Rhône. Incendie qui a été fixé, qui a parcouru 130 hectares de végétation. Il n'y a pas de victimes. À tout de suite. La météo avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. Compex. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. Peu de changements donc, c'était prévu pour ce week-end avec toujours beaucoup de grisailles sur les régions du nord et on surveille toujours évidemment ce Mistral qui s'est renforcé dans le courant de la nuit et qui souffle très fort depuis 18 journées consécutives. Encore un petit peu de patience, il va encore souffler très fort tout au long de cette journée de samedi et puis ensuite ça devrait quand même tout doucement se calmer. Côté précipitations, vous le voyez, c'est relativement sec. S'il y a des précipitations, elles resteront très faible tout au long de cette journée de samedi. Pour dimanche, encore beaucoup de grisailles du sud-ouest en remontant sur le centre-est et sur une bonne moitié nord toujours, avec ce Mistral toujours présent, mais quand même qui baisse d'un cran par rapport à votre samedi. On aura quelques flocons sur les Vosges, le Jura, sur le Massif central également. Et puis dans le courant de l'après-midi, les éclaircies quand même qui vont gagner du terrain. On va conserver beaucoup de grisailles quand même sur le sud-ouest et puis d'une manière générale sur un grand quart nord-est avec de la neige à basse altitude sur les reliefs. Encore du Mistral dans la vallée du Rhône jusqu'à 90 km/h. Un coup d'œil à vos températures. Demain matin, au lever du jour, avant le refroidissement pour la semaine prochaine, ce sera stationnaire. 6 à Paris, 9 à Nice et dans le courant de l'après-midi. Les températures seront déjà en légère baisse sur les régions du sud. Il fera 16 degrés encore à Montpellier, 9 degrés entre Lille et Paris. C'était la météo avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. Compex. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. Souvenez-vous à quel point vous aimiez les voitures électriques. Nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique à partir de 300 € par mois, avec 3 ans de garantie, assistance et entretien inclus.
rapide et sécurisé, Apple Pay, disponible au Crédit Agricole. Ok, pour éclater Free, on a pensé à créer un forfait RIF 5G à 9,99. Attends. C'est exactement la même offre que Free, ça. Oui, mais non, nous, on a une arme secrète. On file un t-shirt à tout nouvel abonné. Quel t-shirt? Il a RIF, il a tout compris. C'est nul. Un jour, peut-être, RIF fera mieux que Free. Oui. En attendant, retrouvez le forfait Free 5G avec Internet illimité. Merci Free. Calme-toi, Georges. Direct Assurance, bonjour. Ça vous suffisait pas de répondre au téléphone. Il fallait aussi que vous répondiez par WhatsApp et Messenger. Vous savez quoi, Direct Assurance? On vous adore. Merci. T'as vu? Et pour 2, 3, 4 contrats souscrits, c'est 2, 3, 4 mois remboursés. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Chaîne thermale du soleil, renaître. Et si Sofinco vous aidait à bien démarrer l'année? Parce qu'en ce moment, on a tous besoin de souplesse. Avec les solutions Sofinco, vous pouvez payer en plusieurs fois et augmenter ou baisser les mensualités de votre prêt perso quand vous en avez besoin. C'est vous qui choisissez. Contactez-nous au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, vous donnez de l'avance. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors appelez le 0800 37 37 37 0800 37 37 37 ou rendez-vous sur commejaime.fr. Des lignes parfaites, une très très belle occasion. Ouais. C'est très neuf. Hein. Vous pensez que c'est possible de me faire une petite rayure? Pardon, une? Juste ici, ou là. J'ai dit à mon mari que j'ai acheté une occasion et là, il va jamais me croire. Chez Écart, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Avec des véhicules révisés et garantis jusqu'à 36 mois, trouvez l'occasion parfaite sur Écart.fr. Et en ce moment, la livraison à domicile est gratuite pour tout achat en ligne. Lost Scent, the new fragrance. Découvrez les grands récits de la mythologie en édition illustrée collector. À chaque numéro, une BD et un cahier documenté sur les dieux et héros antiques. Le numéro 1, l'Iliade, 1,99 €. Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 € de plus. Ça, c'est Chin Chin Audio, en exclusivité chez Alain Afflelou. Dispositif médical. 35% des microplastiques rejetés dans les océans proviennent du lavage de nos vêtements. Vous pouvez agir. Le lave-linge Grundig avec son filtre intégré retient jusqu'à 90% des microplastiques. Grundig, électroménager. Savez-vous pourquoi c'est le bon moment pour acheter un canapé poltron et sofa? 1. Parce que vous pouvez avoir un canapé de très grande qualité à petit prix. 2. Parce qu'il est fait à la main. 3. Parce qu'il est italien comme les experts qui l'ont créé. Découvrez nos modèles au même prix qu'en 2017. Vivez votre rêve sur le canapé lit Vernasca pour seulement 498 €. Ou offrez-vous le frisson du cuir avec Liliaro pour 1656 €. Profitez des mêmes prix qu'en 2017. Poltrone e sofa, solo divani di qualità. Et voilà! Cofidis présente préjugé numéro 5. On choisit toujours la mauvaise file. La salade, 3 jus d'orange, 5 bouteilles d'eau, une tarte, 3 mouches. Mais c'est pour quelle table? La table là. Alors 2 jus de pomme, 2 pains au chocolat. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est une mensualité de 150 € pour un prêt de 8 000 €. Le crédit qui fait la différence. Économiser sur ma facture d'énergie avec une bonne isolation, c'est pas de la science-fiction, c'est easy. Pour tailler dans nos factures, faire installer une pompe à chaleur sur mesure. C'est easy.
Easy by EDF, c'est l'engagement pour des travaux réussis, des aides déduites de votre devis et un conseiller dédié pour votre chantier. Mes travaux réussis, c'est simple, c'est Easy. Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, 130 hectares de pins, de garrigues, de broussailles partis en fumée dans les Bouches-du-Rhône ce matin. Le feu à Mauriès est désormais fixé, il n'y a pas de victimes. 240 sapeurs-pompiers et une centaine d'engins terrestres sont mobilisés. Nous ferons le point dans ce journal. Olivier Dussopt, visé par des soupçons de favoritisme datant de 2009, quand il était maire d'Annonay. Il n'y a pas eu d'arrangement, a précisé ce matin le ministre du Travail. Une affaire en tout cas qui tombe très mal pour le monsieur réforme des retraites du gouvernement. Une marche blanche aura lieu demain à Épinal en mémoire de Lucas qui s'était suicidé à 13 ans début janvier. Sa famille affirme qu'il était victime de harcèlement. Une adolescente de 12 ans victime de harcèlement dans le même collège témoigne, vous l'entendrez dans ce genre. Et puis l'incident ne dégonfle pas, bien au contraire, il n'y a plus un, mais désormais 2 ballons espions chinois, alors que le premier se promène dans le ciel américain. Un second survole, lui, l'Amérique latine, selon le Pentagone. On en parle dans un instant. On commence donc avec ce premier feu d'ampleur de l'année, cet incendie qui s'est déclaré au lever du jour sur la commune de Mauriès dans les Bouches-du-Rhône. Ce feu qui est désormais fixé, il ne progresse plus. 130 hectares ont été parcourus, il n'y a pas de blessés civils. Bastien Cochet et Caroline Brénière. Tenter inlassablement de retenir les flammes, sauver la végétation qui peut encore l'être. Trop tard pour ces arbustes, mais les pompiers sont à pied d'œuvre depuis tôt ce matin pour contenir ce feu désormais fixé. Il a ravagé 130 hectares des Alpilles, une scène digne d'un été caniculaire au plein cœur de l'hiver qui nécessite la mobilisation d'un dispositif important. De nombreux moyens ont été engagés, à savoir 270 sapeurs-pompiers au moment précis où je vous parle, armant 105 engins. Et il y a tout un travail qui est fait avec un certain nombre d'équipes spécialisées. Je pense notamment à ce qu'on appelle le détachement d'intervention spécialisé. Ce sont des femmes et des hommes qui ont vocation à intervenir sur des secteurs qui sont particulièrement difficiles d'accès. En cause, la topographie complexe de la région, des garrigues dans des massifs rocheux escarpés. Autre facteur aggravant, le mois de janvier a été l'un des plus secs dans la région depuis plus de 100 ans. Les rafales de vent allant jusqu'à 110 km/h compliquent aussi le travail des soldats du feu. Les feux d'hiver existent et ont toujours existé. Effectivement, par contre, là, les conditions météorologiques avec un vent violent sont installées depuis une quinzaine de jours et donc c'est ce qui a généré en fait cette intensité de feu. L'incendie n'a pas fait de victimes et aucune habitation n'a été détruite. Pour l'heure, l'origine du feu n'est pas encore déterminée. Également dans l'actualité, c'est une affaire qui tombe mal pour le gouvernement en plein débat sur les retraites. Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui porte cette réforme, se trouve menacé d'un procès pour favoritisme. Le parquet national financier lui reproche en effet son comportement dans le cadre d'un marché public alors qu'il était député et maire d'Annonay. Ce samedi, il conteste l'idée d'arrangement. Émeline Dercourt. Un délit de favoritisme dans la passation d'un marché de l'eau quand il était maire d'Annonay, c'est ce que le parquet financier reproche à Olivier Dussopt. Il se fonde sur des échanges datant de 2009 et 2010 entre Olivier Dussopt et la société Lassor. Ces échanges s'apparenteraient à un arrangement. Je n'ai qu'un souhait dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de continuer à convaincre, à expliquer comment les choses se sont passées pour convaincre de ma bonne foi. Que 4 des 5 reproches ont été classés sans suite et qu'il n'y a pas d'accusation de corruption. Olivier Dussopt est présumé innocent. En première ligne sur la réforme des retraites, il n'envisage pas de quitter ses fonctions. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comme ministre d'aller au bout de cette réforme. Pourtant, selon l'opposition, cette affaire le fragilise comme ministre du Travail, alors que la réforme des retraites est au Parlement. Quand on prend ses responsabilités, qu'on est aussi impliqué dans un texte, le mieux c'est quand même soit de démissionner, soit de faire autre chose. Je ne vois pas comment il va continuer à porter ce texte. Il y a maintenant effectivement cette affaire qui l'affaiblit moralement et qui, de mon point de vue, le disqualifie pour porter cette réforme et la mener à bon terme. Et quand on est accusé de favoritisme, eh bien, je crois qu'on doit effectivement se mettre en retrait de ses fonctions publiques. Du côté des syndicats, même scepticisme. C'est un sketch. Évidemment, il faut qu'il s'en aille. Il ne peut pas continuer à porter cette réforme. D'ailleurs, on l'a déjà gagné. Matignon a apporté son soutien au ministre du Travail et la majorité s'aligne. Je n'ai pas l'habitude de commenter ces faits-là, encore moins quand il n'y a pas encore d'affaires judiciaires. Aujourd'hui, Olivier Dussopt a toute la confiance de la Première ministre. Il n'y a pas de raison qu'ici, j'apporte un jugement quelconque. Dans cette affaire, figurait au départ un don litigieux de lithographie à Olivier Dussopt par Lassor, mais la justice n'a pas retenu ce fait. Les 2 lithographies d'un montant total inférieur à 1 000 € selon Mediapart
ont été rendus lors des premières révélations en 2020. On en parle avec vous, Alexis Cuvillier, journaliste au service politique de BFM TV. Cette affaire, elle pouvait difficilement tomber plus mal pour le gouvernement avec cette réforme qui arrive à l'Assemblée. Oui, ça tombe évidemment pas très bien. Le ministre qui incarne cette réforme, qui monte en première ligne, soupçonné donc de favoritisme. Bien sûr, cela a été rappelé dans le sujet. Olivier Dussopt met plutôt en avant le verre à moitié plein, si je puis dire. Le fait qu'il n'ait pas été retenu d'autres charges contre lui, notamment celle de corruption. L'entourage du ministre du Travail a réagi très vite hier après ces révélations de nouvelles avancées dans cette enquête par le site Mediapart, façon de ne pas montrer la moindre fébrilité sur ce sujet. Du côté de Matignon, on assure qu'Olivier Dussopt garde toute la confiance de la Première ministre. Pas de grande surprise de ce côté-là. Impossible pour l'exécutif et la majorité de sembler douter ou d'alimenter des rumeurs de mésentente. Vous vous souvenez qu'il y avait déjà eu au sein de la majorité des bruits là-dessus lorsque la présentation de la réforme avait été décalée de décembre à janvier, sur le fait qu'Elisabeth Borne n'avait peut-être pas été pleinement satisfaite du dialogue social mené par Olivier Dussopt avant ce débat explosif des retraites. Désormais impossible d'affaiblir ce ministre qui est central sur les retraites, et pas uniquement, puisqu'il est associé de très près au texte sur l'immigration et à une future loi sur le plein emploi attendue d'ici l'été. Nous sommes en direct avec Dieynaba Diop. Bonjour, porte-parole du PS. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction sur cette affaire qui concerne le ministre du Travail, Olivier Dussopt ? Écoutez, juste vous dire que nous allons attendre évidemment que la justice puisse faire son travail. Encore une fois, c'est une autre affaire dans une République qui n'est pas du tout exemplaire, et on est loin de ce que nous avait promis ce gouvernement et Emmanuel Macron sur justement la transparence et surtout une sorte d'exemplarité de ses ministres. Il y a quand même la présomption d'innocence à ce stade, en tout cas. Évidemment, c'est pour ça que je dis qu'on attend de savoir ce que dira le parquet financier. Et en attendant, nous ne ferons pas de commentaires, mais c'est vrai que ça tombe pas très bien parce que ça vient encore une fois semer du soupçon et du doute sur la parole politique. Et est-ce qu'en attendant justement cette décision de justice, vous appelez, comme certains, à la démission du ministre du Travail ? Non, moi, j'appelle pas à la démission du ministre du Travail. Je dis simplement que ça va être difficile pour lui de mener des discussions lorsque il y a du doute autour de sa probité. Ce qui vous pose problème, effectivement, c'est parce que c'est le ministre du Travail qui porte cette réforme des retraites actuellement. Du coup, selon vous, est-ce que sa légitimité est menacée par ce qu'il se passe actuellement ? Je ne sais pas si sa légitimité est menacée. C'est surtout que là, on est dans un temps de discussion qui est assez compliqué puisque, comme vous l'avez rappelé dans vos différentes émissions, c'est une réforme des retraites qui est très contestée. On a plus de 70% des Françaises et des Français qui s'y opposent. Tous les syndicats sont vent debout. La mobilisation dans la rue ne faiblit pas. Ça va être très compliqué pour quelqu'un qui déjà est face à une réforme qui fait l'unanimité contre elle, de continuer à discuter lorsque soi-même on est fragilisé. Merci Dieynaba Diop d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Et pendant ce temps, les syndicats, eux, soignent leur opinion. Ils sont divisés sur la grève du samedi 11 février prochain. Certains, notamment, ne veulent pas bloquer les Français pendant les vacances. La CFDT Cheminots, par exemple, elle décidera lundi. Pour Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, il faut en revanche quand même occuper le terrain chaque semaine. Nous appuyons quand même aussi sur des arguments, mais sur aussi un nombre majoritaire de salariés et aussi maintenant une majorité de la population. Donc c'est quand même assez... notre mobilisation est très légitime. Clairement, il n'y aura quand même pas de pause pendant les congés, parce que quand même les congés durent plus d'un mois selon les régions. Mais quoi qu'il en soit, il faut voir sous quelle forme. Et là, c'est bien les intersyndicales professionnelles qui vont décider. Mais dans certains secteurs, c'est quand même marqué des coups forts chaque semaine quand même. Les salariés du secteur privé sont également mobilisés contre le projet de réforme des retraites. En Loire-Atlantique, les salariés de Manitou, une entreprise privée de manutention, se sont organisés pour se relayer et débrayer 2 heures par jour. Reportage d'Aurore Villemur et d'Alexis Vivier. Rassemblés pour tracter toute l'après-midi. À quelques mètres de leur entreprise spécialisée dans la fabrication d'engins de manutention, ces salariés grévistes sensibilisent les automobilistes à se mobiliser
contre la réforme des retraites. Les gens, ils sont avec nous, on reçoit des coups de klaxon de la population. Tous ensemble, on va y arriver. Une grève minutieusement organisée. Chaque équipe débraye 2 heures par jour maximum. Objectif, se faire entendre en perturbant la chaîne de production, sans toutefois perdre trop d'argent. Notre but, c'est de toucher économiquement les patrons, de leur faire perdre de l'argent pour qu'ils réagissent et qu'ils fassent pression sur le MEDEF et sur le gouvernement. Des salariés qui espèrent l'abandon total de cette réforme. La retraite à 64, je l'envisage pas du tout. Alors pas du tout. Je ne m'imagine même pas encore travailler, ni mes collègues dans les ateliers à 64 ans. Selon les syndicats, sur un peu plus d'1 millier de salariés dans l'entreprise, environ 250 sont en grève chaque jour de débrayage. Dans l'actualité également, cette marche blanche qui aura lieu demain à 14h à Épinal dans les Vosges en hommage à Lucas, ce collégien qui s'était suicidé le 7 janvier dernier à l'âge de 13 ans. Selon sa famille, le harcèlement a été l'élément déclencheur de cet acte. Ce sera donc à suivre sur notre antenne demain, cette marche donc en l'honneur de Lucas. Et dans ce même collège Louis-Armand de Golbet dans les Vosges, une autre adolescente a témoigné de son harcèlement. Sa mère dénonce l'inaction du principal. Boris Karlamov et Domiti Berthaud. Ils m'insultent, elles me disent des gros mots, elles me harcèlent, ils prennent toujours mes affaires mais ils me les rendent jamais. C'est un calvaire au quotidien. Cette adolescente de 12 ans est victime de harcèlement depuis l'école primaire. Et parfois, cela va bien au-delà des simples moqueries. Elles me poussent, ils me font tomber par terre, ils me claquent, ils me tirent les cheveux, ils me mettent des coups de poing, ils me tordent les doigts et ils me mettent des coups de pied tous les jours, à chaque fois. Un harcèlement quasi systématique par 3 de ses camarades, avec forcément des conséquences sur la vie familiale. C'est pesant pour nous en tant que parents. Ça me fait peur, effectivement. J'ai pas envie qu'il lui arrive la même chose que Lucas. Une situation de plus en plus difficile. Pourtant, la famille affirme avoir déjà rencontré le principal du collège. Elle a beau le signaler, mais j'ai l'impression qu'il continue à ne rien faire, quoi. Faute de solution, cette mère de famille n'a pas d'autre choix que de changer sa fille d'établissement scolaire en septembre prochain. 16h11, cette histoire incroyable à présent aux États-Unis, alors qu'un premier ballon espion chinois poursuit sa route dans le ciel américain, et bien désormais un deuxième ballon a été vu survoler l'Amérique du Sud. C'est ce qu'indique aujourd'hui le Pentagone. Et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a lui carrément annulé sa visite en Chine. C'est dire la difficulté actuellement de relations entre les deux pays. Alors pourquoi les États-Unis n'abattent-ils pas ce ballon? Élément de réponse avec Adrien Portron. Alors qu'il continue de voler au-dessus de l'espace aérien des États-Unis, le gouvernement américain doit-il abattre ce ballon chinois? Au sol, le sujet fait couler beaucoup d'encre. Parmi les réactions, celle de l'ancien président américain Donald Trump. Comme à son habitude, il exprime sa pensée vertement. Abattez ce ballon. Même tonalité pour de nombreux élus républicains, à l'image de cette députée. Littéralement, chaque personne ordinaire que je connais parle de la façon d'abattre le ballon espion chinois. Ce serait formidable si un simple citoyen américain l'abattait. Un gouvernement américain sous pression, mais qui pour le moment temporise. Car abattre cet aéronef n'est pas si simple. Il évolue à environ 18 000 mètres d'altitude. La mission serait donc confiée à un avion de combat américain. Mais selon cet expert, un autre paramètre est également à prendre en compte. Ces ballons utilisent de l'hélium, donc les gens disent tirer dessus, mais ce n'est pas comme avec un dirigeable, on ne peut pas simplement tirer dessus pour qu'il s'enflamme. C'est un gaz inerte, alors si vous faites des trous dedans, cela va fuiter très lentement. Frapper cette cible pourrait aussi représenter un risque pour la population. Avec la taille de ce ballon, de nombreux débris pourraient venir s'écraser au sol. Trop dangereux pour les autorités américaines. Pas question donc pour les équipes de Joe Biden de prendre une décision à la hâte. Le Pentagone rappelle que ce ballon considéré comme espion n'aurait en fait pas plus de capacité de surveillance que les satellites qui se trouvent déjà en orbite. Alors à quel point est-ce difficile ou pas d'abattre un ballon espion? Écoutez la réponse du général Pellistrandi, notre consultant défense. Non, c'est très facile à abattre, mais est-ce que c'est réellement intéressant pour les Américains d'abattre cet avion, ce ballon? D'abord, il est à une altitude assez importante et en fait, il est au-dessus de ce qu'on appelle des 60 000 pieds en langage aéronautique. Et au-delà des 60 000 pieds, eh bien, c'est une zone en fait, où n'importe qui peut
transiter, y compris un ballon espion. Donc, il ne pourrait être abattu que s'il présentait un danger réel pour la sécurité des Américains, parce qu'il pourrait s'écraser sur une agglomération. Bon, donc l'abattre, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, en fait, c'est d'abord de le brouiller, donc pour que ces informations ne puissent pas parvenir à Pékin. C'est d'abord humiliant pour la Chine, parce que les Américains vont continuer à le suivre, et éventuellement, et là ça devient beaucoup plus intéressant, pourquoi pas essayer de le récupérer, parce que ça permettrait d'avoir accès aux technologies qui sont embarquées à bord. Donc pour le moment, c'est la balle en quelque sorte est dans le camp des Américains, ils ont du temps devant eux, et pour les Chinois, eh bien c'est humiliant, parce que non seulement il y a ce premier ballon qui a été vu, il y en a un deuxième, et donc ils ont été pris en quelque sorte la main dans le pot de confiture. On voulait aussi évoquer avec vous aujourd'hui ce traitement efficace trouvé par le professeur Guillaume Cano à l'hôpital Necker à Paris. Un traitement contre le syndrome de Cloves. C'est une maladie provoquée par une mutation génétique. Julia, 5 ans, souffre de ce syndrome et a pu bénéficier de ce traitement pas encore autorisé en France. Seuls les cas les plus sévères peuvent y avoir accès. Alexis Vivier avec Caroline Dieudonné était au toucher. Une petite fille rieuse, enjouée. Qui soupçonnerait en la voyant que Julia, 5 ans, est atteinte du syndrome de Cloves, une maladie provoquée par une mutation génétique. C'est une malformation vasculaire qui lui crée des excroissances sur le corps très volumineuses. Julia a 2 ans et demi quand ses parents entendent parler d'un traitement. Ils prennent rendez-vous avec le professeur Cano à Paris. Julia commence alors à prendre cette pilule rose tous les jours. Rapidement, ses parents notent des effets positifs. En même pas 15 jours, notre fille faisait ses nuits alors qu'elle ne dormait jamais. Et là, on voit le commencement, donc à gauche, le 17 janvier 2020. Et la dernière fois qu'on a été, le 11 janvier 2023. Et on voit le résultat qui est spectaculaire. Et là, c'est une famille qui revit, entre guillemets, normalement. C'est le professeur Cano à l'hôpital Necker qui est à l'origine de ce traitement pour lequel il a obtenu le prix Galien en décembre dernier. Et ce patient est venu me voir en 2015 avec un syndrome de Cloves et une insuffisance rénale. Et à partir de là, compte tenu de la sévérité de l'atteinte que présentait ce patient, nous avons réalisé des recherches, identifié cette molécule qui est en cours de développement pour le cancer du sein et nous avons pu lui proposer comme premier accès thérapeutique. Depuis, nous avons été submergés par les demandes de patients qui voulaient venir nous voir pour avoir un avis génétique, une prise en charge globale et éventuellement un accès à cette molécule thérapeutique si le cas de nécessité. Ce traitement, approuvé aux États-Unis où il est vendu en pharmacie, n'est pas encore autorisé en France. Seuls les cas les plus sévères, comme Julia par exemple, peuvent y avoir accès. 16h17, restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cet incendie fixé à Mauriès, dans les Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône. Il n'évolue plus selon les pompiers. Il a parcouru plus de 130 hectares, mais heureusement sans faire de blessés civils ni de dégâts. Nous retournerons sur place dans notre prochain journal. On parlera aussi de froid, ce froid polaire historique qui s'abat aux États-Unis, appelé vortex polaire, avec des températures ressenties proches des moins 50 degrés. Nous serons dans le quartier de Brooklyn à New York. Le saviez-vous? Le Roi Lion, spectacle de la démesure. Le Roi Lion n'est pas une comédie musicale comme les autres. Chanteurs, danseurs, costumiers, un grand nombre de professionnels s'affairent pour donner vie à ce spectacle hors norme. Pas moins de 37 000 heures de travail sont nécessaires pour concevoir masques et marionnettes. Et il faut plus de 20 semi-remorques pour transporter l'ensemble des accessoires et des éléments de décor. BFM TV, partenaire de la comédie musicale Le Roi Lion au Théâtre Mogador. Un partenariat BFM TV. En 2023, changez pour MAF. Pour faire de vraies économies, cette année c'est décidé, on change pour la MAF. En plus, pour les démarches, la MAF s'occupe de tout. Rien à faire, c'est la MAF qui va le faire. Information au 3015 et dans les agences MAF. Oui, elles sont électriques. Mais ce n'est pas tout. Quand elles se rechargent, vous vous ressourcez. Elles transforment vos premières impressions en souvenirs mémorables. Maintenant, admirez-les à nouveau. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'elles sont innovantes, électriques et tellement plus encore. Où que vous ayez été, nous y avons été. Où que vous alliez, nous y allons. À chaque pas,
chaque mur, chaque ascension. Nous sommes derrière vous. Alors ce serait quoi la mutuelle de demain? Bon bah déjà que l'argent nous serve à nous les adhérents, de l'argent pour des associations et de l'entraide. Crésus, ça t'intéresse pas? Pourquoi pas créer une société plus juste et équitable aussi? C'est pas bête ça. Non mais c'est pas une vraie idée. Ah, si, on la prend cette idée. Chez Aesio Mutuelle, nous travaillons pour nos adhérents et pour une société plus équitable et solidaire. C'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Prêt pour un nouveau défi dans un secteur en plein essor? Groupe Verlaine accélère son développement sur toute la France et vous permet de devenir un acteur influent dans la rénovation énergétique. Rejoignez-nous et faites partie du réseau d'affiliés avec un droit d'entrée de 30 000 €. Inscrivez-vous sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Souvenez-vous à quel point vous aimiez les voitures électriques. Nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique à partir de 300 € par mois, avec 3 ans de garantie, assistance et entretien inclus. Comme j'aime, c'est simple et efficace. La preuve, j'ai perdu 12 kilos. J'ai perdu 15 kilos en 4 mois avec Comme j'aime. Moi, j'ai perdu 17 kilos. Et moi, j'ai perdu 13 kilos. Et je me sens bien dans mon corps, mieux dans mes baskets, mieux dans mes vêtements. Et ça fait plaisir, quoi. Alors, si vous voulez perdre du poids, lancez-vous dans un programme qui marche pour de vrai. Venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Alors, rendez-vous sur commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37, 0800 37 37 37. Ah, vous l'attendiez cette semaine en Camargue. C'est charmant, la Camargue. C'est l'endroit parfait où emmener vos enfants. Enfin, surtout si vos parents peuvent les garder toute la semaine. La France, l'Europe, le bassin méditerranéen, des 34 €. Transavia, les destinations qui vous sont chères, moins chères. 35% des microplastiques rejetés dans les océans proviennent du lavage de nos vêtements. Vous pouvez agir. Le lave-linge Grundig avec son filtre intégré retient jusqu'à 90% des microplastiques. Grundig, électroménager. Bienvenue à tous ceux qui débutent avec l'électrique. Et en ce moment, dans le réseau Renew, profitez de 1 000 € de bonus écologique sur Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion. L'aspirateur Dyson V15 résout les problèmes de poils d'animaux. Il démêle, aspire les poils et révèle la poussière invisible. L'aspiration la plus puissante de Dyson. Nettoyage en profondeur des foyers avec animaux. Rendez-vous sur Dyson.fr et dans nos Dyson Demo Store pour découvrir les offres. Et t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Quel est l'animal emblématique d'Athéna? Comment Jason s'empare-t-il de la toison d'or? Comment Ulysse échappe-t-il au Cyclope? Découvrez les grands récits de la mythologie en édition illustrée collector. À chaque numéro, une BD sur les dieux, héros ou épopées antiques et un cahier richement documenté conçu par le philosophe Luc Ferry. Le numéro 1, l'Iliade, 1,99 € seulement. C'est fou comme notre nature l'emporte toujours. Vivre ensemble, intensément, contre vents et marées. Et si ça finit en mal de gorge peu intense et sans fièvre, l'isopaïne vous accompagne. L'action antibactérienne de l'isopaïne cétylpyridinium lysozyme combat localement l'infection et soulage la gorge. L'isopaïne, combattez le mal de gorge, pas votre nature. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Et voilà. Volkswagen ID4 SUV 100% électrique. Toute la famille va être fière de passer à l'électrique. Volkswagen.
Voilà à quoi je vais ressembler quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime. Je vais être grande, hein? Et non, Clément, vous ne ressemblerez jamais à Adriana. Par contre, si vous voulez découvrir quelle sera votre silhouette avec des kilos en moins... Scannez ce QR code. Ensuite, vous allez choisir le poids que vous voulez perdre. Et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Vous allez enfin avoir un réel aperçu de votre silhouette après 5, 10, 15 kilos en moins. Ah là, d'accord. Là, ça me semble un petit peu plus réaliste. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Élu service client de l'année 2023. À la une à 16h24 sur BFM TV, cet incendie désormais fixé à Mouriès, dans les Bouches-du-Rhône. Plus de 130 hectares de végétation sont partis en fumée dans le massif des Alpilles. Heureusement, sans faire de victimes ni de dégâts. 240 pompiers et une centaine d'engins terrestres ont été mobilisés pour ce feu d'hiver, pas si inhabituel que cela finalement, au mois de février. Du feu au froid, le nord-est des États-Unis et l'est du Canada sous un froid polaire historique appelé vortex polaire, du jamais vu depuis des générations. C'est un froid vraiment qui n'avait jamais été constaté. Carrie Newton est dans le quartier de Brooklyn, à New York, où il fait vraiment très froid. Oui, c'est épique selon les services météorologiques. Encore pire que le froid qui s'était abattu sur le nord de l'État de New York à Noël. Du jamais vu depuis des générations. On est en dessous de tous les records historiques. Il fait moins 16 ce matin à Brooklyn où je me trouve. Le vortex s'est abattu sur toute la Nouvelle-Angleterre, tous les États du nord-est jusqu'au Canada. Il fait moins 28 ce matin à Montréal. Alors bien sûr, tous les habitants ont reçu des messages d'alerte. Sortir le moins possible, ne pas sortir les enfants et surtout ne pas sortir les animaux de compagnie. Mais le pire, c'est qu'effectivement, les services météo parlent carrément en température ressentie à cause de ce phénomène de vortex. Les températures réelles ne comptent plus. Ils font des cartes en température ressentie. Et ce qui nous donne du moins 21 ce matin à New York. Il ne faut pas se fier au beau soleil. Mais le pire, ce sont tous les endroits au-delà du nord de Boston où on est à des températures qui s'étalent entre moins 34 et moins 49 en température ressentie. On va voir qu'il fait quand même un peu moins froid en France. La météo avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. Compex. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. Des conditions qui restent calmes globalement, mais toujours très nuageuses. On est dans des conditions anticycloniques et cet anticyclone plaque l'humidité vraiment dans les basses couches, donc on conserve beaucoup de grisailles. C'était le cas, c'est le cas ce samedi, ce sera encore le cas ce dimanche. Et puis on conserve beaucoup de vent ce samedi, ce Mistral qui souffle très fort pour la 18e journée consécutive. On va le conserver encore dimanche matin, ce vent qui va souffler fort dans la vallée du Rhône, 90 km/h. On retrouve de la grisaille globalement, donc des brouillards, quelques pluies très faibles qui circulent surtout sur la moitié nord du pays, puis de la neige sur le massif central, ainsi que sur le Jura, entre 900 et 1000 mètres dans l'après-midi. Les éclaircies présentes un petit peu sur l'extrême nord vont avoir tendance à gagner du terrain sur les régions du nord. Donc ce sera agréable en Ile-de-France jusque sur la région centre. En revanche, on va conserver pas mal de grisailles sur le sud-ouest également du massif central en remontant sur le nord-est avec de la neige à basse altitude, des pluies faibles et puis toujours ce Mistral qui se maintient encore dans la vallée du Rhône. Donc ça fera la 19e journée consécutive avec ce vent très fort. On conserve également, ou alors on retrouve des nuages un petit peu plus nombreux sur la Côte d'Azur et sur la Corse, mais un temps sec. Les températures, en attendant le refroidissement, donc qui se confirment vraiment pour la semaine prochaine, elles seront stationnaires. En matinée, ces valeurs, moins 4 degrés à Aurillac, il fera 9 degrés du côté de Perpignan et Nice. Et 9 degrés, c'est la valeur qu'on attendra dans le courant de l'après-midi. Sur la région Île-de-France, à Lille également, 10 degrés, ce sera du côté de Bordeaux, 11 à Brest et jusqu'à 16 degrés. Pour Montpellier, lundi, les éclaircies reviennent tout doucement par l'ouest et les températures devraient commencer tout doucement à baisser. C'était la météo avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. Compex. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France.
16h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. Le feu à Mauriès est fixé. 130 hectares de végétation sont partis en fumée ce matin dans le massif des Alpilles. Un feu d'hiver qui n'a fait aucune victime civile. 240 sapeurs-pompiers, une centaine d'engins terrestres ont été mobilisés. Le site reste sous surveillance. Y aura-t-il des suppressions de trains lors des vacances scolaires alors que le projet de réforme des retraites arrive à l'Assemblée ce lundi et que 2 nouvelles mobilisations sont prévues les 7 et 11 février prochains? Certains syndicats de cheminots envisagent de ne pas se mettre les froncés à dos comme ça avait été le cas lors des vacances de Noël. Clarisse Kremer, évincée du prochain Vendée Globe 2024 par son sponsor Banque Populaire, qui a estimé que la navigatrice ne pourrait pas se qualifier pour l'épreuve du fait de son congé maternité très récent. Les responsables de Banque Populaire qui réfléchissent actuellement à revenir sur leur décision. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, ces 130 hectares de végétation qui ont brûlé à Mauriès, dans les Alpilles, dans le département des Bouches-du-Rhône ce matin. Un incendie qui a pris et qui a été fixé assez rapidement. Le point avec Isabelle Palacios, commandant des opérations du secours du 10-13. Je vous confirme que le feu est actuellement fixé après avoir parcouru environ 130 hectares. 130 hectares, pas de dégâts et pas de victimes civiles, vous nous confirmez aussi? Pas de dégâts d'habitation, je veux dire. Effectivement, je vous confirme. Je vous confirme qu'il n'y a pas de victimes ni de dégâts sur les habitations. Au plus fort du sinistre, nous avons dû protéger donc 6 grosses propriétés situées au cœur du massif des Alpilles, qui, grâce donc à l'action rapide et efficace des secours au sol, ont pu préserver ces habitations. Parmi les moyens que vous avez mis en place, tout à l'heure, votre collègue Pierre Bepoix nous parlait notamment de 105 engins terrestres. Pourquoi des engins aériens n'ont pas pu être mobilisés ? Écoutez, pour l'heure, on a mobilisé donc effectivement 105 véhicules au sol, dont l'action a été efficace et a permis d'atteindre notre objectif. Ce qui pose question aussi, c'est la période de ce feu, de cet incendie. On est début février. On a évidemment plus l'habitude d'incendies au cœur de l'été. Quels sont les, entre guillemets, les ingrédients qui ont conduit à ce feu? C'est le Mistral principalement? Alors effectivement, la région est actuellement soumise à un gros épisode de Mistral depuis une quinzaine de jours. Donc la végétation en surface s'est un petit peu asséchée. Et effectivement, les conditions météorologiques d'aujourd'hui avec un vent qui s'établit à 100 km/h sur l'ensemble de la journée a favorisé l'éclosion de ce sinistre. C'est exceptionnel en février ? Non, c'est des feux d'hiver qu'on appelle et qui, effectivement, peuvent arriver. Et ces feux d'hiver, ils ont quelles caractéristiques? Est-ce qu'ils sont différents des feux que l'on voit plus habituellement, malheureusement, en été? Alors, effectivement, ces feux d'hiver sont un peu moins agressifs parce qu'on n'a pas les conditions de température élevées que l'on peut connaître en période estivale. Et effectivement, on est moins soumis à des exports en fait de matières incandescentes qui pourraient nous exposer à des sautes de feu. Là, le feu est fixé. En quoi consiste exactement le travail des pompiers sur place actuellement? Donc là, le feu est fixé. Toute notre énergie va être concentrée maintenant sur le noyage pour que d'ici la nuit, on soit certain qu'il n'y ait pas de progression sur une autre zone. Également dans l'actualité, dès lundi, le projet de réforme des retraites entrera à l'Assemblée et en parallèle, la contestation contre le texte, elle aussi, se poursuivra avec une journée de grève mardi et une manifestation samedi prochain. Mais probablement sans grève des cheminots pour cette première semaine de départ en vacances de la zone A. Les syndicats ménagent l'opinion jusqu'ici plutôt acquise à leur cause au risque d'un essoufflement de la mobilisation. Guillaume Barqui. Vacances et grève. C'est le cocktail explosif que craignent les usagers. Mais finalement, pas de préavis de grève en vue chez les cheminots pour la journée de mobilisation du 11 qui coïncide avec des départs en vacances. C'est vraiment gentil de leur part, c'est vrai. C'est un soulagement vraiment énorme, c'est un soulagement. C'est gentil pour les vacanciers. De toute façon, ils vont foutre le bordel après ou avant. Les syndicats ont-ils choisi de ménager les Français pour garder l'opinion avec eux? Très probable, mais pas seulement selon ce syndicat.
Pour durer, il faut aussi s'économiser, car ceci a un coût et il est important de durer, étant donné qu'on est plus parti sur une course de demi-fond que sur un sprint. Économiser des jours de grève et surtout ratisser large en permettant à ceux qui n'ont pas encore manifesté de le faire. Faire ça un samedi, c'est aussi pour élargir le mouvement. Ça permet à des gens qui ne peuvent pas être en grève ou qui ne peuvent pas venir manifester, de venir puisque c'est le week-end. Donc c'est complémentaire des journées qui ont lieu dans la semaine. La position ne fait cependant pas l'unanimité dans l'intersyndicale. Certains craignent que la mobilisation s'essouffle pendant la période de vacances. Et c'était quelques 7 Français sur 10 qui se disaient non favorables à cette réforme des retraites dans de récents sondages. Le mouvement reste-t-il toujours aussi populaire 4 jours après la deuxième grande manifestation qui a eu lieu le 31 janvier dernier? Écoutez l'analyse de Jérôme Sainte-Marie, sondeur, politologue et président de l'Institut Polingvox. Oui, on a même vu que le mouvement a été de plus en plus populaire. On est désormais à davantage que 70%, 72, 73, 74% des Français, les 3/4 donc, soutiennent la mobilisation. Soutiennent la mobilisation parce qu'ils espèrent, pour beaucoup d'entre eux, notamment les 50, 60 ans, ils espèrent qu'à travers cette mobilisation, ils vont obtenir quelques petites choses. Ça ne veut pas dire forcément que les 3/4 des Français sont opposés à l'idée de cette réforme. On voit bien que c'est plutôt 64%. Donc là, il y a une petite marge de manœuvre pour le gouvernement, c'est-à-dire que des gens soutiennent encore une fois la mobilisation dans une logique précisément syndicale en disant quand on proteste, on obtient des choses. L'affaire ne pouvait pas plus mal tomber pour le gouvernement. Elle concerne Olivier Dussopt. Le ministre du Travail, figure porteuse de cette réforme des retraites, qui est visée pour une enquête du parquet national financier pour des accusations de favoritisme. Des faits qui remontent à 2009, lorsqu'Olivier Dussopt était maire d'Annonay, qui concernerait un marché public conclu avec la SOR, une entreprise de gestion de l'eau. Alors que Matignon réaffirme que le ministre garde toute la confiance de la Première ministre, et bien ce matin, chez nos confrères de France Inter, Olivier Dussopt s'est montré confiant. Il assure qu'il continuera à convaincre de sa bonne foi. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comme ministre d'aller au bout de cette réforme et comme citoyen, comme personne privée, de continuer à avancer et à dire, à rappeler d'abord que 4 des 5 reproches ont été classés sans suite et qu'il n'y a pas d'accusation de corruption. Mais l'exécutif aujourd'hui vous soutient jusqu'à quand ? Et qu'il y a un 5e point sur une question de procédure avec la possibilité, en tout cas aux yeux du parquet, d'une infraction, et je vais continuer à me défendre et expliquer que ma position est une position de bonne foi. Ces révélations risquent-elles d'entacher le travail du gouvernement sur cette réforme des retraites? Non pour la députée de la majorité, Maude Bréjon, qui soutient le ministre. Le vrai problème reste le texte de la réforme en lui-même, estime de son côté la porte-parole socialiste Céline Hervieux. On les écoute toutes les deux. On parle de faits qui sont publiquement connus depuis 2020, sur lequel la justice a fait son travail. Olivier Dussopt s'y est d'ailleurs prêté. Et elle arrive à sa conclusion. Et la justice a rendu un avis qui est clair. Est-ce qu'il y a de la corruption? La justice dit que non. Est-ce qu'il y a de l'enrichissement personnel? La justice dit que non. Est-ce que ça concerne de près ou de loin des activités ministérielles? La justice, encore une fois, dit que non. L'important, c'est de travailler sur le fond, c'est la sauvegarde du système par répartition, et c'est de parler du fond. Il va être de fait en difficulté pour porter la réforme, c'est certain. Après le retrait, je ne sais pas vraiment si c'est nécessaire. En fait, Olivier Dussopt, il est le porte-voix, mais d'une réforme qui a été pensée bien au-dessus de lui. C'est quand même la première ministre qui porte cette réforme avec le président de la République. Donc pour moi, c'est pas un enjeu de personne finalement. Évidemment, ce n'est pas la bonne incarnation. Ça tombe au mauvais moment. Mais la problématique, c'est une problématique de fond, une réforme qui est injuste socialement. D'ailleurs, Olivier Dussopt est un ancien camarade socialiste. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre déjà son cheminement intellectuel et politique personnel pour réussir à défendre une réforme aussi antisociale. Mais effectivement, ça tombe au pire moment. Donc ce qui importe, c'est le fond de cette réforme. Également dans l'actualité, c'est demain qu'aura lieu la marche blanche en hommage au jeune Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours le 7 janvier dernier. Un rassemblement à Épinal, dans les Vosges, pour interpeller notamment sur le harcèlement scolaire. Ce sera à suivre en intégralité à 14h ce dimanche, donc sur BFM TV. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a appelé sur les réseaux sociaux à plus de mobilisation pour aider les enfants victimes de harcèlement du fait de leur orientation sexuelle ou de leur genre. Nous devons nous mobiliser contre toutes les formes de harcèlement que les élèves LGBT peuvent subir. Nous créons un observatoire LGBT dans chaque académie pour former et pour sensibiliser. Il y a désormais dans les collèges des élèves ambassadeurs, il y a des adultes référents que nous allons
spécifiquement formés sur les questions LGBT. En matière de communication, nous préparons la journée du 17 mai, la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et puis, d'une manière générale, je serai au premier rang pour sensibiliser la communauté éducative à ces questions et à la lutte contre toute forme de violence verbale ou physique que les élèves LGBT peuvent subir. Une école plus accueillante pour les élèves LGBT, c'est une école plus accueillante pour tout le monde. Dans l'actualité également, cette polémique dans le sport. La navigatrice Clarisse Kremer ne prendra pas le départ du Vendée Globe en novembre 2024. Officiellement, la décision est liée à un changement dans le règlement de l'épreuve. Mais Clarisse Kremer estime, elle, qu'elle est la conséquence de sa très récente maternité. Et information confirmée par RMC Sport, les responsables de Banque Populaire, son sponsor, ont entamé une réflexion pour revenir sur leur décision. Jeanne Daudet, Marjorie Marcillac avec Aurore Villemur. Sur son compte Instagram jeudi, la skippeuse Clarisse Kremer, privée de Vendée Globe, laisse éclater sa colère. Banque Populaire décide de me laisser à quai. J'ai donné naissance en novembre 2022 à une petite fille. Alors que rien ne m'y obligeait, j'avais informé mon sponsor, Banque Populaire, dès février 2021, de mon projet d'enfant. Ils m'ont tout de même choisi pour ce nouveau Vendée Globe et ont communiqué sur notre engagement mutuel à l'automne 2021. Finalement, son sponsor décide de se séparer d'elle suite à un nouveau règlement du Vendée Globe. Les skippers qui n'ont pas de bateau neuf ont en effet désormais l'obligation de participer à un certain nombre de courses qualificatives jusqu'au départ pour accumuler des points permettant de départager les candidats si leur nombre dépasse 40. En raison de sa grossesse, Clarisse Kremer risque de ne pas atteindre ce minimum requis selon Banque Populaire, qui décide donc de changer de skipper. Une décision précipitée, selon le Vendée Globe. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas continué à parier sur Clarisse, qui est une skippeuse, encore une fois, qui s'est vraiment fait remarquer. Première femme à l'arrivée du dernier Vendée Globe. Ce n'est pas parce qu'elle a décidé d'avoir un enfant et qu'elle n'aurait pas le droit de pouvoir être présente sur la ligne du départ. Les skippers que nous avons interrogés, eux, sont partagés. Il ne s'agit pas de sexisme ou de maternité ou quoi que ce soit, c'est juste le problème d'un concurrent vis-à-vis des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est une grosse erreur de communication de la part des banques populaires, je comprends pas. Une nana qui a eu un gamin, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est la vie. De son côté, la ministre des Sports affirme avoir échangé avec le président du Vendée Globe, qui reconnaît que le règlement de la course doit impérativement évoluer. Et pour 2024, selon elle, les chances de Clarisse ne sont pas éteintes. Est-ce un problème de réglementation ou du sexisme? Écoutez la réponse d'Isabelle Autissier, ancienne navigatrice. Je ne sais pas si c'est du sexisme, mais c'est juste intolérable. C'est-à-dire que les choses sont sur la table. Effectivement, Clarisse avait informé, elle le dit elle-même, ses partenaires financiers qu'elle allait avoir un enfant. C'est quand même la moindre des choses. Les garçons, eux, ils partent effectivement en mer quand leurs femmes sont enceintes ou s'occupent des tout-petits. Donc, ils étaient au courant. Et en plus, ces chances ne sont pas éteintes du tout. Puisque à partir de maintenant, puisque son bébé est né, elle peut recourir et elle peut encore faire ses courses de qualification. Simplement, pour une histoire vraisemblablement financière, son sponsor pense qu'elle a moins de chances de pouvoir effectivement avoir les points de qualification. Donc on lui retire d'entrée de jeu la possibilité d'accumuler ses points et de figurer dans la course. Donc c'est juste insupportable. On rappelle que le Vendée Globe donc, aura lieu en novembre 2024. Elle aurait eu, selon vous, c'est ce que vous dites, Isabelle Autissier, Clarisse Kremer, elle aurait eu le temps d'accumuler suffisamment de points jusqu'au départ du Vendée Globe. Oui, elle aurait eu le temps. Alors après, c'est vrai que s'il y a beaucoup de concurrents, comme c'est ceux qui ont le plus de points qui passent en premier, il y a un petit risque. Ouais. Mais c'est quand même tout à l'honneur de son sponsor, justement, de rester à ses côtés et peut-être d'agir auprès de l'organisation de la course pour que, puisque cette réglementation est intervenue entre deux courses, faire en sorte qu'il y ait une forme d'exception, par exemple, pour cette fois-ci. Ça, c'est des discussions qui ont lieu régulièrement. Donc là, la façon extrêmement peu élégante et extrêmement rapide de, en gros, l'acheter, quoi. C'est quand même assez grossier et assez terrible pour elle. Moi, je me mets à sa place. Avant des globes, il y en a qu'un tous les 4 ans, donc c'est quand même un rêve. Et elle a montré dans le dernier que c'était un super marin et qu'elle pouvait faire des résultats. Est-ce que vous soutenez la position de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, de justement changer, de faire évoluer la réglementation?
Non, mais sans doute, il faut faire évoluer la réglementation. Je pense qu'il faudrait être en capacité de faire une exception pour cette fois. Il n'y a quand même pas 36 personnes qui viennent d'avoir un enfant et qui sont dans la situation de Clarisse. Et en plus, c'est nouveau. Avant, quand on avait fait un Vendée Globe, on était automatiquement qualifiés. Donc eux, ils ont changé la réglementation entre les deux. Bon, soit, mais ils pourraient en tenir compte. Non, mais surtout, son sponsor devrait être solidaire. Ce serait le minimum des choses. Est-ce qu'il y a d'une façon générale, il y a un problème de carrière, d'opportunité, d'égalité des chances pour les femmes aujourd'hui ? Ah bah c'est sûr que dans la voile, il faut choisir. On voit bien que c'est extrêmement compliqué compte tenu de l'engagement physique sur le long terme, d'être maman et en même temps de faire une carrière de course au large. C'est rarissime. Il y en a une ou deux femmes qui arrivent à tenir ça, mais la plupart du temps, malheureusement, il faut qu'elles choisissent. Et c'est quand même, c'est quand même extrêmement violent. Alors vous le disiez, il faut choisir. C'était peut-être justement la position avant. Et là, on voit qu'avec ces cas, même s'ils sont encore peu nombreux, la donne est en train de changer, que les femmes, comme dans tous les secteurs d'ailleurs, s'organisent pour y arriver. Alors il faut que le sport suive aussi l'évolution sociale, peut-être. Bien sûr, ces problèmes-là, ça vient aussi parce que justement, enfin, il y a un peu plus de femmes en course au large et c'est très bien. C'est un des très rares sports où les hommes et les femmes combattent à armes égales. Donc il faut faire en sorte que, culturellement parlant et socialement parlant, ce soit aussi à armes égales et qu'on n'entende pas toujours le fameux qui va garder les enfants, quoi. À l'étranger, en Ukraine, ce sont ces nouvelles annonces d'aide occidentale qui sont dans l'actualité pour aider Kiev face à l'offensive russe. Les États-Unis ont promis $2 milliards supplémentaires ainsi que des lance-roquettes de longue portée. Et la France ainsi que l'Italie enverront, elles, au printemps, des systèmes de défense Mamba, des moyens de protection contre les attaques aériennes russes, notamment des drones, des missiles ou encore des avions. Kelly Lafin, vous êtes à Dnipro, au nord de Zaporijjia. Près d'un an après le début de la guerre, certains Ukrainiens que vous avez rencontrés ont choisi de montrer leur patriotisme d'une manière un peu insolite. Oui, exactement. Beaucoup même si ça ne saute pas forcément aux yeux à première vue, dans les rues de Kiev ou dans les rues de Dnipro. Quand on s'approche, on se rend compte qu'énormément d'Ukrainiens portent sur eux un élément, un symbole qui rappelle l'Ukraine, qui évoque l'Ukraine. Par exemple, un élément à la couleur du drapeau ukrainien, bleu et jaune, ou le trident ukrainien. Vous savez, c'est l'armoirie de l'Ukraine et ça, on le retrouve partout, que ce soit sur les accessoires, les chapeaux, les sacs, les bijoux, les vêtements et puis surtout dans les tatouages. Le tatouage patriotique, c'est un véritable phénomène en Ukraine. Par exemple, avec Philippine David cette semaine, nous nous sommes rendus dans un salon de tatouage. Sur 4 clients, 3 avaient choisi un tatouage patriotique. Regardez notre reportage. Ça va aller, on commence. C'est une fleur aux couleurs de l'Ukraine que Sanouche se prépare à tatouer. Une commande bien ordinaire depuis quelques mois. Chez nous, la demande de tatouage patriotique a été multipliée par 3 depuis le début de la guerre. Parfois ce sont de petits tatouages, parfois de très grands, sur tout le bras par exemple. Angela, elle voulait un motif simple. Maintenant on va colorier la fleur. Mais qui exprime clairement son amour pour l'Ukraine. Je ressens de la joie, de la fierté. C'est vraiment ce que j'espérais. J'ai envie d'en faire un autre comme ça. Anastasia et Paulina aussi ont gravé sur leur peau leur identité. Je voudrais que tout le monde comprenne tout de suite que je suis ukrainienne. Je dis ça parce que quand j'étais à l'étranger, il y avait beaucoup de gens qui me disaient Ukraine, Russie, c'est la même chose. Je disais non. Pour Paulina, les tatouages, mais aussi les vêtements sont une façon d'exprimer un soutien aux soldats. On s'identifie aux héros qui nous défendent. En Ukraine, la mode qui s'est créée finalement, c'est d'être ukrainien. Certaines marques en ont même fait une spécialité. Ça, c'est notre collection Mission Mariupol. Ces derniers mois, les ventes ont bondi de 50%. Je pense que cette hausse de la demande n'est pas seulement due à la guerre et à l'armée, c'est aussi que les gens préfèrent acheter à des fabricants ukrainiens. Comme de nombreuses enseignes locales, une partie des bénéfices est versée à l'aide humanitaire. Un rendez-vous lundi soir sur BFM TV, notre document Ligne rouge, Russie et les enfants volés d'Ukraine.
des enfants ukrainiens déportés jusqu'en Sibérie et adoptés par des familles russes. C'est une autre facette de cette cruelle guerre que mène Moscou contre son voisin. Un extrait aujourd'hui, l'histoire d'Anna, une Ukrainienne de 12 ans retenue contre son gré en Crimée par les autorités russes après un séjour en colonie de vacances. Philomène Rémy, Quentin Bollier et Simon Terrassier. Мамочка, вы можете меня забрать, пожалуйста? Я хочу домой очень сильно. Я соскучилась по вами. Заберите меня, пожалуйста. Я хочу домой. Anna Kmarska a 12 ans. Elle est ukrainienne, mais depuis plusieurs mois, elle est retenue contre la volonté de ses parents, en territoire contrôlé par les Russes. Il s'agit de déportation d'enfants, car on ne m'a pas ramené ma fille. En octobre, on nous a proposé de les envoyer en colonie de vacances, en Crimée, pour 2 semaines. Ils ont rassemblé les élèves et sont partis le 7 octobre. 15 jours plus tard, on a été contacté par l'accompagnateur, qui nous a informé que le séjour était prolongé de 2 semaines. Et puis, plus aucune nouvelle. Malgré de nombreuses tentatives par téléphone, par courrier et même auprès des autorités, impossible pour eux de récupérer leur fille. Des parents d'autant plus démunis que sous la pression des organisateurs, ils ont donné les papiers d'identité originaux d'Anna. Ils nous ont dit que pour passer la frontière, ils avaient besoin du certificat de naissance et que les copies n'étaient pas autorisées. Maintenant, on se dit qu'on n'aurait jamais dû accepter, qu'on aurait dû la faire descendre de cet autobus. Mais c'est trop tard. Et puis ces images impressionnantes qu'on tient à vous montrer aujourd'hui des États-Unis avec ce froid glacial alimenté par des vents forts. Et ce sont des températures ressenties jusqu'à moins 49 degrés dans l'est et le nord-est du pays. Ce phénomène, c'est un vortex polaire. Regardez cette illustration. On est dans le New Hampshire, au mont Washington, où la température sous abri relevée a été de moins 43 degrés avec un vent, vous voyez, qui souffle très très fort jusqu'à 200 km/h. Des températures glaciales donc dans l'est des États-Unis. Image impressionnante. C'est la fin de l'après-midi info. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est BFM Story Weekend présenté par Ronald Guintrange et on se retrouve nous demain à 14h. Très bonne fin de journée.